Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Accès Innovation. Accès Innovation est une série d'entrevues qui ont pour but de présenter les beaux projets et découvertes dans l'ingénierie de partout dans le monde. Mon nom est Émile Demers. Nous plongeons aujourd'hui dans les profondeurs de l'eau pour en apprendre plus sur les barrages qui alimentent le Québec. Je suis accompagné de Grégoire Recchia qui nous en parlera, mais avant cela, un petit préambule. Donc, l'épisode 11, le dernier que j'ai enregistré, était sur Ignitus, un projet étudiant qui est focusé sur une sorte de fusée, là, un genre de mini-fusée étudiante. Euh, C'était très intéressant. On a fait vraiment un deep dive. Je pense que c'était le plus long épisode qu'on a fait. Si ça vous intéresse d'avoir beaucoup de détails et beaucoup d'apprentissage sur comment ça fonctionne les fusées et des fusées plus homemade, là, si vous voulez faire des missiles, là, vous pouvez aller écouter ça. Ensuite de ça, n'oubliez pas de nous écrire si vous avez des suggestions d'épisodes, c'est toujours apprécié. Donc, vous pouvez m'écrire au emile.demers.1@hotmail.com ou m'écrire, m'écrire sur la page d'Accès Innovation, la page Facebook. C'est parfait. Et sinon, n'oubliez pas aussi de mettre des ratings si vous voulez montrer votre intérêt ou votre désintérêt envers le podcast sur Spotify et Apple Podcast. 1 étoile, 5 étoiles, comme vous voulez. Maintenant, le sujet principal, l'oxygénation des turbines hydroélectriques, comme tu m'as si bien corrigé. Grégoire, comment ça va? Bienvenue. Salut, ça va très très bien, merci. Excellent, super. Donc, on enregistre ça. On est un vendredi après-midi. On a notre semaine dans le corps, fait que ça va être nice and easy. C'est ça, exact. Super. Donc, toi, en fait, Grégoire, pour commencer, j'ai une question pour toi. Puis, je t'ai pas préparé à cette question-là. Vas-y. Comment cela se fait qu'on améliore encore les turbines de nos barrages, qui est une technologie si vieille, qui date de peut-être, j'ai envie de dire, autour de 50 ans, là. C'est des barrages qui appartent depuis très longtemps. On est constamment en train de les améliorer. J'aurais imaginé que c'est une genre de technologie qu'on aurait stabilisée il y a genre 20 ans au maximum, là, mais Non, finalement, on l'améliore encore continuellement, puis c'est incroyable. Là, mais... C'est une super question. Déjà, oui, c'est une très vieille technologie. Il faut, même quand tu dis 50 ans, c'est plus comme les premiers barrages datent d'il y a plus de 100 ans. Ça doit être entre 100 et 200 ans dans les Alpes. C'était très rudimentaire, hein, c'était pas aussi technique qu'aujourd'hui, là, c'est sûr. Mais c'est ça, donc c'est très très vieux. Pourquoi on continue de les améliorer? Tout d'abord, c'est parce que ça a des durées de vie assez longues. Comme tu dis, une roue, une turbine hydroélectrique, ça peut avoir un cycle de vie de peut-être jusqu'à 20, 30 ans, dépendamment. Il y en a qui sont beaucoup plus courtes, il y en a qui sont beaucoup plus longues. Tout dépend de comment est utilisée la turbine, comment est-ce qu'on fait l'entretien de ce genre de machine, etc. Mais c'est ça, déjà d'une part, il faut renouveler le parc de turbines, surtout comme un pays comme au Québec ici, où on a énormément de barrages et de ressources. Il faut faire l'entretien de ces machines. Déjà, quand il faut les changer, on est en constante évolution, on vient apporter des petites innovations, la technologie évolue, on arrive à usiner des choses beaucoup mieux qu'avant. Maintenant, il y a des machines à commande numérique qui n'existaient pas il y a 50 ans. On arrive à être beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Il y a les outils numériques aussi qui n'existaient pas il y a 40 ans. Maintenant, avant, les roues se dessinaient à la main. Les turbines se dessinaient à la main. Ouais, j'ai déjà vu. Oh, excuse-moi de t'interrompre. On a tous, on n'a pas tous, mais peut-être eux qui étudient mettons, en génie mécanique, on a tous déjà vu des plans dessinés à la main ou des images de, mettons, une salle avec 100 dessinateurs qui sont tous en train de dessiner sur une table inclinée. Là, c'est vraiment incroyable à voir comparé à ce qu'on fait aujourd'hui à l'ordinateur. Il y a aussi et ce sera mon dernier point, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'endroits avant où notamment l'hydro a mis beaucoup plus de temps à se développer. Je passe peut-être en Amérique du Sud, en Afrique, au Moyen-Orient, dans le Caucase, ou vers l'Asie centrale. Des pays qui se sont développés beaucoup plus tard, qui n'avaient pas les moyens technologiques d'avoir ce genre de centrale qui est quand même technologiquement très demandante. Puis maintenant, grâce aux compagnies, qui est des compagnies, des multinationales qui soient spécialisées dans la fabrication et le design de turbines, ils vont leur vendre des turbines comme top technologie. Donc, il faut toujours. C'est un marché qui est très concurrentiel. Il y a plusieurs fabricants, donc chacun essaie toujours de dépasser l'autre en étant meilleur, plus technologique, aller gagner quelques petits pourcents, quelques rendements. Puis c'est ça. Ouais. J'aurais pas imaginé que c'est un domaine tant compétitif parce que, mettons,
Ben, au Québec, c'est mon seul point de référence. On a Hydro-Québec qui est Ouais, comme qui a le monopole là-dessus, là, ouais, disons. Là. Ben, je pense, le monopole. Est-ce complètement. que Oui, oui. c'est. OK, fait que la compétition, c'est pas vraiment au niveau des sous-traitants d'Hydro-Québec, mais tu Non, parlais plus les autres compagnies les d'hydroélectricité dans le fabricants, monde. les designers, bah là, les trois principales que je connais, c'est il y a GE, il y a Voith, il y a Hendrix. C'est les trois Emirates. principales, OK. c'est ça. Puis c'est ça, ils sont, tu sais, comme. Et puis ça c'est pour les grosses turbines. Après, au niveau des turbines de plus petite taille, il y a énormément d'autres compagnies qui sont spécialisées dans les petites turbines aussi. Là, c'est les trois plus grosses parce que c'est comme ils font les plus grosses turbines, mais sur des turbines de moyenne ou petite taille, il y a énormément d'autres compagnies qui existent partout dans le monde. Mais C'est est-ce que ça. donc ces compagnies-là, mettons GE, puis Voith, Ouais, puis Endrit, donc c'est vraiment des entreprises qui fabriquent aussi des pièces de turbines et c'est des des. barrages ou juste les turbines pour Alors partout dans le eux, monde? c'est ça. Eux, c'est les turbiniers. C'est vraiment, ils vont Ouais. s'occuper de la turbine. Mhm. Alors, parce que quand on construit une centrale, que ce soit le long d'une rivière ou avec un barrage, vraiment la turbine, c'est sûr que c'est un peu le cœur de la centrale ou du barrage, mais il y a énormément d'autres choses. Il y a énormément de génie civil, il y a énormément d'électricité aussi à amener avec des gros Ben condensateurs, oui. du bobinage, énormément de cuivre là-dedans. Les turbiniers, eux, c'est comme, oui, c'est sûr, c'est le cœur de la centrale, mais je crois que, je veux pas dire de bêtises, mais la turbine, sur l'ensemble d'un gros barrage, comme un gros projet, la turbine doit coûter comme 5% de tout le coût du barrage. Il y a énormément du coût du barrage qui est du génie civil, finalement. Ouais. Puis ça, c'est des coûts Mais qui sont énormes, là, d'habitude, ouais, là, justement, la construction du barrage. Donc, si tu me dis que c'est 5%, tu sais, ça veut c'est dire que ça. je comprends que c'est extrêmement cher, Ah, donc ça se chiffre la en turbine, milliards. Ouais, ouais, enfin, en l'ensemble du milliards. projet, l'ensemble Ouais, d'un gros barrage, là, ça peut se chiffrer ouais. en milliards. Ah ouais, puis là, C'est ça. ce que tu disais, c'est que là, au début, c'est intéressant. J'avais parlé de ça dans un épisode bon, qui n'est pas sorti officiellement, un épisode secret, avec avec quelqu'un qui venait bon, d'un pays, je veux dire, européen, et il parlait Mhm. justement des Alpes. Et tu m'as mentionné donc que les barrages étaient inventés donc spécifiquement dans les Alpes en Europe, ou c'était-tu là les premiers barrages qu'on avait? Je m'y connais pas C'est vraiment dans l'histoire des C'est barrages. ça. Bah, en fait, les premiers barrages ont vraiment apparu, le barrage moderne, là, les centrales hydroélectriques modernes sont apparues dans les Alpes parce que dans les Alpes, il y avait, notamment en Suisse, il y avait énormément d'alumineries. Et les alumineries, ça demande une ça impose une grosse consommation d'électricité. Donc, il faut vraiment amener cette énergie-là. Et ils avaient cette ressource qui étaient des grandes montagnes avec donc des grandes chutes, des gros dénivelés où ils pouvaient stocker l'eau en hauteur et avoir un très gros débit d'eau. Donc oui, les premières centrales se sont développées dans les Alpes, spécialement pour l'industrie de l'aluminium. Ah ouais, donc c'est fascinant de voir le lien entre les deux. C'était pas vraiment parce qu'ils voulaient alimenter l'électricité dans le secteur, mais juste parce qu'ils voulaient alimenter Ouais. les fonderies d'aluminium, En particulier, les alumineries spécifiquement. qui sont extrêmement gourmandes, ouais, en électricité, qui ont des gros besoins. Ah ouais, ok, donc là, peut-être pour les gens qui viennent de se joindre à nous, qui ne savent pas, une turbine, en gros, là on en a parlé, peut-être qu'ils peuvent deviner, mais c'est quoi en gros dans tes mots une turbine? Alors, très simplement, pour être comme le plus général possible, j'imagine que les gens voient plus ce que c'est qu'un moteur d'avion moderne qu'une turbine. Ça se ressemble énormément du point de vue visuel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une machine tournante. Donc, le moteur d'avion, lui, on va brûler de l'essence pour le faire tourner, pour générer de la puissance. Pour générer de la poussée. Là, la turbine, c'est l'inverse. On va récupérer une poussée pour produire de l'électricité. Donc ça marche un peu à l'inverse là. C'est-à-dire qu'on va utiliser la poussée de l'eau sur la turbine qui va la faire tourner et cette turbine va entraîner ensuite un alternateur et un générateur qui vont eux produire l'électricité. C'est comme il y a un gros arbre avec au bout la turbine et l'eau qui passe dedans et il fait tourner l'arbre et l'arbre fait tourner un générateur qui lui crée de l'électricité. Donc, c'est ça. Donc là, c'est pour ça que quand tu parlais des Alpes, et là, bon, au Québec, on a le fleuve, puis on a certaines dénivelées, et on vient vraiment chercher ça, l'énergie potentielle qu'il y a dans l'eau qui tombe. Exactement. Elle tombe, donc c'est là qu'on vient chercher. Tout est une histoire d'énergie potentielle, c'est ça, l'eau. Alors ça, c'est le cas des turbines hydro. Après, il y a les turbines à gaz, d'autres types de turbines. Les turbines hydro, on va vraiment aller chercher le potentiel de l'eau. Donc, le potentiel de l'eau, c'est
l'énergie qu'on peut tirer d'un cours d'eau, d'un lac, c'est une formule assez simple. Basiquement, c'est lié à deux grands paramètres qui sont la hauteur d'eau, on appelle ça la chute dont on dispose, et le débit. C'est-à-dire, plus on a de débit, plus on est capable de générer d'électricité, plus on a une grande chute, c'est-à-dire on a un grand dénivelé, plus on est capable de générer d'électricité. Donc, idéalement, on recherche pour implanter sa centrale là où on a le plus de débit et ou le plus de chute, dépendamment de la géographie du terrain. Mais là, on s'embarque quand même dans le détail des turbines et tout, puis c'est même pas spécifiquement ton projet, mais j'avais une dernière question par rapport à ça. Oui, Tu as parlé donc de contrôler le niveau d'eau tantôt par rapport aux Alpes. Donc, quand on a un barrage, c'est pas quelque chose, je suis pas extrêmement familier avec ça, mais donc, est-ce qu'on vient vraiment jouer, à quel point est-ce qu'on a un contrôle sur le débit d'eau qui tombe dans notre turbine? Est-ce qu'on vient essayer de le contrôler puis d'avoir un débit constant, donc diminuer peut-être le débit maximum, mais pour qu'il soit constant ou autrement? Et en fait, ça va commencer à devenir un petit peu technique, mais je vais essayer de rester assez général. En fait, déjà, dépendamment de la saison, on n'a pas le même niveau d'eau dans le barrage. On va en avoir plus à la fin de l'hiver quand tu vas avoir la fonte des neiges. Les niveaux des lacs vont monter. Donc, on va se retrouver avec un dénivelé plus important, parce que le barrage va se remplir dans le fond. Donc, c'est quelque chose qu'on contrôle parce que vraiment, à l'amont de la turbine, il y a vraiment une vanne. Hein. Il y a un ensemble de vannes qu'on ouvre et qu'on ferme pour contrôler finalement le débit qui rentre dans la turbine. Donc, ça, c'est vraiment contrôlé. On essaye d'avoir en effet le débit le plus constant possible. On peut pas se permettre, une turbine ne peut pas se permettre d'avoir une vitesse de rotation qui change, tout simplement parce que en fait, elle est connectée à un générateur et ce générateur, il faut qu'il tourne à une vitesse constante pour créer de l'électricité. Okay. C'est ça, c'est lié au nombre, alors sans rentrer trop dans le technique, c'est lié au nombre de pôles. On travaille avec du courant alternatif, donc il faut que ça tourne à une certaine fréquence pour générer le courant. Donc la turbine, elle doit tourner à une vitesse donnée. Elle peut pas tourner plus vite, plus lentement. Par contre, ce qui va changer, là où on va générer plus ou moins d'électricité, c'est le couple, c'est-à-dire la résistance que va amener la roue. La roue, elle tourne toujours à la même vitesse. Et en fait, pour contrôler la vitesse de rotation de la roue, elle est fixe. Ce qu'on contrôle en ouvrant plus ou moins les vannes, c'est à quel point l'eau va forcer sur la turbine. Plus on ouvre les vannes, plus elle force. Et plus elle force, plus elle crée d'électricité. Plus on ferme les vannes, moins l'eau force sur la turbine. Et donc, moins on a de couple. C'est ça. Donc, c'est pas bien. Donc, il faut pas vraiment que ça soit du on and off. Il faut pas que des fois ça coule, des fois ça coule pas. Il faut que ça coule en régime permanent. Et puis après, on ajuste. Idéalement, il faut qu'on va chercher une centrale hydro. C'est fait idéalement pour tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, hors période de maintenance. Après, là, pourquoi on peut arrêter et redémarrer une centrale, c'est la demande d'électricité. Est-ce que la région, la ville ou l'usine, parce qu'il y a des usines qui ont leur propre centrale, a besoin de beaucoup d'électricité. Donc là, on peut, s'il n'y a pas besoin, on éteint la turbine. Et par rapport à d'autres industries, notamment toutes les industries qui utilisent des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, etc., tous ceux qui ont besoin de chaudière, on a un temps d'allumage et d'arrêt qui est très très court sur les centrales hydroélectriques. Alors quand je dis très très court, c'est pas une seconde, hein, ça prend peut-être quelques minutes pour l'arrêter et la redémarrer. Mais quand on parle d'une centrale qui utilise des énergies fossiles, une centrale thermique, c'est plusieurs jours pour la redémarrer. Pour l'arrêter, c'est plus rapide, mais pour la redémarrer, c'est plusieurs jours parce qu'il faut tout faire monter en chaleur. Il faut créer de la vapeur, il faut mettre la chaudière sous pression. C'est ça. Donc, on est beaucoup plus, quand tu parlais de on and off, on est beaucoup plus souple avec de l'hydro que, par exemple, d'autres centrales thermiques, par exemple. J'imagine, est-ce que ça se peut qu'en plus de ça, les centrales de charbon puis aux fossiles demandent peut-être plus de niveau de sécurité? C'est peut-être un petit peu plus dangereux à opérer. Peut-être que pour les raisons de sécurité, ils doivent prendre plus de précautions, puis il y a peut-être plus de protocoles, donc c'est plus long, ça se peut-tu? Alors déjà, j'imagine que oui, il y a des protocoles parce que c'est quand même dans les centrales thermiques, c'est des matériaux dangereux, que ce soit de l'essence, du gaz ou du charbon, ça peut prendre feu, ça peut exploser. Je m'y connais pas du tout, mais c'est sûr qu'il doit y avoir des protocoles de sécurité en plus. Mais je pense que ce qui prend principalement de temps, c'est quand une centrale a été éteinte pendant une semaine, mais ça prend 1 ou 2 jours pour rien que
faire chauffer suffisamment la chaudière pour avoir suffisamment de pression pour après Ouais. faire tourner la turbine. Juste ça Alors en que partant, ouais. Oh, c'est excuse. ça, juste en partant, quand c'est complètement froid, ça peut prendre beaucoup de temps. Là où l'hydro, suffit d'ouvrir les vannes et au début, c'est la roue, elle est arrêtée. Il faut juste la synchroniser sur sa vitesse de rotation. Une fois qu'elle est synchronisée, c'est bon, on produit de l'énergie. On est parti. C'est ça. Est-ce que là, puis t'as mentionné quelque chose, t'as dit ben on peut y aller en appoint, dépendamment si la centrale a besoin d'électricité ou plus ou moins. Donc est-ce que cette énergie-là, ça va sûrement être une question niaiseuse, puis ça va peut-être être trop dans le domaine électrique. Mais donc, on ne peut pas vraiment l'entreposer en attendant, on peut pas faire des genres de surplus, c'est que ça va directement à la centrale et ça va fournir à la ville. Quand tu parles de l'électricité, c'est ça? Ouais, ouais, Ah, c'est ça. En fait, le gros problème de l'électricité, c'est qu'on ne peut pas la stocker. À ouais, part dans des toutes petites piles, là, pour la ouais. télécommande, la souris ou autre, on n'arrive pas à faire de batteries suffisamment grandes pour stocker l'électricité. Et c'est pour ça que finalement, l'hydro, c'est vachement bien parce que finalement, un énorme lac plein d'eau, c'est une batterie. Si on laisse un lac se remplir d'eau, se remplir, et là, on a besoin d'électricité, et ben on ouvre les vannes, le lac va tout doucement se vider, et finalement, on va produire de l'électricité. Finalement, le stockage se fait pas sous forme d'électricité, mais il se fait sous forme d'énergie potentielle, qui est l'énergie potentielle de l'eau qu'on a stockée en altitude. Mais non, C'est c'est fou, ça. hein. On peut pas, malheureusement, et ça, peu importe l'industrie, peu importe le type de centrale, peu importe quoi, on n'arrive pas malheureusement à stocker. C'est le gros problème, enfin c'est la grosse limitation de l'électricité que tout le monde aimerait Ouais. résoudre, c'est comment stocker l'électricité. Voilà, c'est ça. T'avais-tu vu les Powerwall des Tesla, je pense, ou de Elon Musk, là, je Oui. pense que c'est pour la domotique plus, là, ou Mhm. pour les Tesla aussi, là. C'est comme un gros mur, c'est comme une grosse batterie géante cachée dans un Ouais. mur. J'imagine que ça doit être les batteries les plus grosses Oui. qui existent, probablement. C'est ça, là, mais quand on parle de quelque chose pour alimenter une ville comme Ben ouais, Montréal ou Québec, là, on parle en mégawatts de puissance. Donc, ouais. faudrait presque des immeubles entiers, c'est gigantesque, c'est ça. Ah, c'est incroyable, et je trouve ça vraiment beau la manière que tu l'as formulé pour dire qu'un lac, c'est comme une grosse batterie, là. Tu sais, c'est comme tu peux contrôler justement ton Il y débit. a, justement, avec les coûts de l'électricité qui fluctuent, puis tout ça, il y a une technologie qui existe depuis longtemps, mais qui commence à être de plus en plus en vogue, c'est les pompes turbines. C'est-à-dire que quand l'électricité vaut cher, tu utilises ton réservoir. En fait, tu as deux réservoirs, un réservoir en haut, un réservoir en bas. Puis quand tu veux vendre de l'électricité parce que ça vaut le coup, ou qu'il y a beaucoup de demandes, tu vides ton réservoir d'en haut, tu fais tourner ta turbine, tu produis de l'électricité. Quand l'électricité est pas chère ou qu'il n'y a pas besoin d'électricité, tu vas utiliser ta turbine comme une pompe, donc en reverse, et tu vas tirer de l'eau pour remonter l'eau et utiliser l'eau plus tard comme stockage, par exemple pendant Ah, ouais. l'hiver ou quand il fait froid, quand il y a beaucoup de demandes. C'est ça. Ça l'a coupé une seconde. Tu as dit comme une pompe. C'est bien ça. Tu Oui, reverses, dans le fond, tu inverses, puis tu rends ça comme une ouais, pompe. Donc, tu pompes l'eau c'est vers des le haut. turbines, exactement, c'est des turbines qui s'appellent des pompes turbines, qui peuvent OK. fonctionner comme une turbine ou une pompe. Donc, turbine en descente quand on fait descendre l'eau. Mhm. Et là, on génère de l'électricité. Et en termes de pompe, on donne de l'électricité à la pompe qui va tirer l'eau vers le haut et la remonter dans le Ça réservoir l'amène. tout en haut. C'est ça. Ah, wow. Ouais, c'est une des rares choses que je connaissais d'électricité, c'est que les moteurs électriques, mettons, et les turbines, comme ça, c'est assez facilement réversible. Tu en as parlé au début, là, c'est que tu peux. Ben, je te vois bouger ta tête d'une manière que peut-être c'est pas totalement Tu as vrai. raison, t'as raison, Je sais non, pas. si, si, il y a des moteurs, en fait, il y a des moteurs justement qui sont faits pour être réversibles, puisque tu sais, un moteur, dès que c'est électrique, tu as une bobine et ton moteur, ton truc qui tourne, c'est ta turbine, ton moteur, etc. Soit tu utilises l'électricité d'un bord pour créer du couple et créer de l'énergie, soit tu utilises l'énergie là pour générer de l'électricité de l'autre bord. Ouais. Euh, alors, il y a des turbines, et quand je dis il y a des turbines, c'est 95-99% des turbines, elles ne fonctionnent que en turbine. Les pompes Ah, turbines, c'est vraiment quelque chose de très spécifique. ah ouais, Euh, c'est c'est très. c'est- Ouais. c'est des turbines qui sont faites pour tourner dans un sens ou dans l'autre. C'est comme un moteur d'avion. Un moteur d'avion, il est fait pour tourner que dans un sens. C'est parce que les, les, Ouais. les pales, elles sont de biais, comme ça. S'il tourne dans l'autre sens, il marche pas. Ça marche pas, ouais. Ça C'est pousse, ça. ça va pousser de l'air vers l'avant, là, Voilà, ou vers exactement, c'est l'arrière, ça. ouais, vers l'avant. À moins qu'il soit designé pour marcher dans les deux sens, là, tu sais, avec des flaps réversibles. Mais bon, Mhm. la majorité, l'immense majorité des turbines ne font que turbine. Elles peuvent pas pomper. Elle peut pas aller dans l'autre sens. C'est OK. ça.
Donc là, donc là, exactement, au début, j'ai mentionné le nom, j'ai parlé d'oxygénation. Ouais, oxygénation des turbines hydroélectriques, c'est un peu ça ton projet de maîtrise, finalement? C'est-tu maîtrise ou doctorat? Je me rappelle plus. Doctorat. Doctorat. J'ai commencé ma maîtrise là-dessus et Ok, il y ouais. avait tellement à faire que j'ai continué en doctorat là-dedans. C'est ça. Ah, t'as bien fait. Écoute, faut que ça se finisse à un moment donné. Fait que c'est comme. C'est Mais ça. en même temps, mais, tu sais, il y a beaucoup de. Quand même, je dis ça, mais tu sais, c'est un peu en joke parce qu'il y a beaucoup de projets de ce que je me rends compte, il y a beaucoup de projets de maîtrise et de recherche qui terminent à un moment donné quand la personne a terminé, et puis qui livre un rapport qui a des données positives ou négatives. Ça a marché ou ça n'a pas marché, puis après ça, on passe au suivant. Mais c'est intéressant de voir que toi, tu avais comme la drive de dire, moi, je veux poursuivre là-dedans, puis C'est ça. terminer. Donc, c'est quoi exactement? De quoi on parle quand on parle de l'oxygénation des turbines? Pourquoi on veut faire ça, puis c'est quoi? Alors, en fait, donc on a beaucoup parlé des turbines, donc Ouais. des centrales hydroélectriques. Donc, dans une centrale hydroélectrique, euh, quand on a un barrage, une grosse retenue d'eau en amont, euh, il faut voir, quand je dis réservoir, c'est un lac. Dans le fond, c'est un gros lac. Il y a des centrales qui sont, comme la centrale de Beauharnois, là, à côté de Montréal, c'est une centrale au fil de l'eau, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réservoir, on va juste utiliser la puissance du fleuve, le débit du fleuve pour générer de l'électricité. Là, je vais vraiment parler des centrales à réservoir, donc ce qu'on appelle vraiment les barrages, des barrages hydroélectriques, où on a une grosse retenue d'eau, un gros lac artificiel. Ces lacs, normalement, euh, je veux dire, à l'échelle de la planète, à l'échelle naturelle, ils sont pas censés être là. C'est des lacs artificiels. C'est des lacs qui ont été créés par l'homme. Et en fait, donc, cette eau qui est là, elle va se stratifier. Donc, se stratifier en température, notamment. C'est-à-dire qu'on va avoir logiquement de l'eau chaude en haut parce qu'elle est frappée par le soleil, et de l'eau froide en bas parce qu'il fait noir, il n'y a pas de. Voilà. Euh, Mhm. et cette différence de température, il va y avoir vraiment une ligne physique. Je crois que ça s'appelle. Alors, si jamais il y a des spectateurs qui veulent un peu de technicité, ça s'appelle le thermoclin, je crois. Ou le. Ouais, ça, je crois que c'est le thermoclin. Enfin, Thermoclin. voilà, c'est ça. OK. Mais en tout cas, c'est vraiment une ligne, enfin une démarcation où en haut, on va avoir de l'eau oxygénée et en bas de l'eau pas du tout oxygénée et il va pas y avoir d'échange d'oxygène entre les deux du tout. L'eau oxygénée, en haut, elle l'est parce que c'est plutôt les eaux plus chaudes et aussi parce qu'elle est proche de la surface. Donc dès qu'il y a un peu de vague, dès qu'il y a un peu de vent, ça va se mixer, ça va réoxygéner. Et la partie du dessous, qui est très appauvrie en oxygène, du coup, elle peut pas, elle est complètement, on n'a pas du tout d'oxygène. Alors pourquoi est-ce qu'on veut réoxygéner les écoulements qui passent dans certaines turbines? Alors c'est pas un phénomène qui arrive partout. Ça arrive dans des conditions particulières, mais c'est pas non plus très rare. Ça existe, mais c'est pas la norme, mais ça arrive. Donc OK. dans ces barrages, pourquoi on va vouloir réoxygéner l'eau qui arrive du barrage? C'est que justement, on se souvient qu'on a notre réservoir dans lequel on vient puiser l'eau. Justement, on vient puiser l'eau logiquement par le bas, comme dans un évier, comme le fond d'un évier finalement. L'eau qui est en bas, on le rappelle, elle est complètement dissoute. Enfin, on n'a pas du tout d'oxygène dissous. Elle est complètement appauvrie en Ouais. oxygène. Et toute cette eau, on va venir la rejeter en aval. Et ça, c'est un problème vraiment pour toute la faune, la flore, la biodiversité, parce que tous les poissons, les plantes qui vivent en aval de la centrale, ils vont se retrouver à vivre dans une eau où il n'y a pas d'oxygène. Donc, ils vont tout simplement pas pouvoir vivre. Donc, soit ils vont devoir migrer quand ils peuvent, s'ils ont de la chance, soit ils sont condamnés à mourir. Donc, c'est pour ça que il y a des solutions maintenant qui sont développées pour venir réoxygéner les écoulements en sortie de turbine direct. Moi, je veux parler de la technologie directement au niveau de la turbine pour amener. On va venir injecter de l'air vraiment pour amener de l'oxygène en aval de la centrale et réoxygéner un peu l'écoulement tout en Écoulement. aval et que les poissons puissent vivre. Donc, probablement, sans trop nuire au flux énergétique, probablement sans C'est trop ça. nuire à ça, hein. Oui. C'est sûrement que le défi vient là, mais c'est intéressant de voir qu'au final, tout ce projet-là, c'est l'amélioration des barrages, non pas pour l'efficacité énergétique, mais plus pour la biodiversité puis pour l'écologie, là, finalement. C'est pour éviter qu'on ait une trop grosse empreinte sur
les regroupements de poissons, puis système pêché en bas d'un barrage ou C'est je ça. sais pas quoi, là, Ouais, mais ouais, ouais, c'est ça. ça peut être ça. Ouais. C'est ça, c'est vraiment, moi, mon projet s'axe vraiment autour de l'axe écologique et autour de l'axe oxygénation pour la biodiversité. Mais petite parenthèse, l'injection d'air aussi, on peut l'utiliser et c'est pour ça que ça commence à devenir un peu comme tendance de faire ça. C'est pour l'utiliser sur les turbines qui ont des grandes plages de fonctionnement. Les turbines, elles sont faites pour fonctionner dans une certaine plage, puis parfois on veut s'écarter, mais dans ces zones-là, généralement, ce qui se passe, c'est que la turbine se met à vibrer, sans rentrer dans les détails, et injecter de l'air va permettre de réduire le stress sur la turbine et va permettre de gagner presque en efficacité, parce que la turbine va se mettre à moins vibrer, donc du coup, ça va entraîner moins de casse, moins d'usure, et donc du coup, finalement, ta centrale va vivre plus longtemps, parce qu'en injectant de l'air, tu réduis le stress sur la turbine, tu réduis les vibrations, et donc tu as moins de maintenance à faire, donc tu peux aussi produire plus d'électricité grâce à ça. Fait que ça, c'était une technologie qui existait déjà, donc c'est un peu ça que tu es en train de dire. Ça existait Ouais, déjà d'oxygéner des pales, mais plus pour l'intégrité structurelle de la turbine et non pour l'écologie. C'est ça. Mais ça se fait de plus en plus, justement, maintenant. Ah ouais, pour réduire le stress. Fait que là, est-ce que... si je le comprends bien, puis ça, c'est une question que je t'avais posée déjà là, dans le passé, puis c'est une affaire que j'avais retenue. Une des seules choses que j'ai retenues de mon cours de fluide, c'est que ça m'avait marqué, là, c'est la cavitation. C'est le phénomène des petites bulles qui peuvent se former sur des éléments plus dans l'eau, je pense. Oui. Et les petites bulles viennent comme user le métal des turbines et des choses comme ça, et viennent les détruire d'une manière très intense, plus intense qu'on s'imaginerait. C'est juste des bulles, là, mais finalement, ça gruge le métal. Oui, tout à fait. Tu as tout à fait raison. La cavitation, c'est quelque chose qui arrive dans l'eau principalement, mais aussi dans les fluides. Hein, tu peux avoir de la cavitation dans de l'huile, par exemple. Je ne sais pas si tu es familier avec les pompes à engrenage, mais toutes les pompes à engrenage qui tournent dans de l'huile, ça peut caviter aussi. Mais bon, on ne va pas en parler. Ok, c'est bon. On va se concentrer sur l'hydro. La cavitation, c'est quelque chose en fait qui apparaît quand localement la pression diminue très très fort, très localement. Les turbines, elles, justement, c'est comme ça que fonctionne une turbine. La turbine, ça fonctionne grâce à une dépression. Juste avant la turbine, tu as beaucoup de pression, et juste après, idéalement, tu es censé en avoir plus du tout, parce que ça veut dire que tu as capté toute l'énergie potentielle de la turbine. Tu en as toujours un peu, parce que sinon, c'est pas possible que ça fonctionne. Mais c'est ça, localement, ce qui se passe, c'est que tu as une très grosse dépression, et l'eau, donc, qui est un liquide, se retrouve, les petites gouttes d'eau, donc une petite goutte d'eau, elles se retrouvent dans une zone de tellement basse pression qu'elles n'ont pas d'autre choix que de se transformer en vapeur. Parce que, en fait, quand tu as une dépression, généralement, ton liquide, quand tu as un gaz, il se dilate. Quand tu as une dépression, c'est quand la pression baisse, ton gaz, il se dilate. Il grossit pour compenser le... Exactement. Et l'eau, c'est incompressible. Jusqu'au moment où tu atteins justement ce qu'on appelle le point de cavitation, où en fait tu atteins une certaine pression que l'eau, la bulle d'eau, elle peut plus rester liquide parce que il y a une trop basse pression, et donc du coup elle se transforme en vapeur. C'est plus une bulle d'eau, ça devient de la vapeur d'eau. Donc c'est pas de l'air, c'est ça la grosse l'erreur un peu généralement qui arrive un peu, c'est que tu vois des bulles qui ressemblent à des bulles d'air, mais c'est pas de l'air, c'est vraiment de la vapeur d'eau. C'est de la vapeur. Exactement, c'est de la vapeur. Donc en fait, ça fait des petites bulles de vapeur, des petites plus ou moins grosses, dépendamment de à quel point il y a de la dépression localement. Et comme tu disais, c'est un très très gros problème, parce que en soi, le fait que la cavitation apparaisse, c'est pas un problème, parce que ça arrive, ok, on a des bulles de vapeur. C'est le vrai problème de la cavitation, là où ça devient vraiment dommageable, où ça va faire des gros dégâts, c'est quand cette bulle de gaz, elle va arriver dans une zone où il y a plus de pression, de nouveau, après la turbine, là, c'est comme l'écoulement, il a fini de tourner très très vite, c'est un peu plus stable, il y a plus de pression, la bulle de vapeur, pardon, excusez-moi, elle va imploser sur elle-même. Elle va pas exploser, elle va imploser. Et si elle implose à côté d'une surface, à côté du métal, à côté d'un mur ou quoi, elle va faire comme... Elle va emmener avec elle un tout petit peu de matière, mais comme c'est microscopique. Mm-hmm. Et pourquoi c'est dommageable, c'est que de la cavitation, quand t'en as, t'as ça plusieurs bulles. Plusieurs milliers, voire plusieurs millions de fois par seconde.
Donc en fait, c'est comme si tu passais une lime, comme si tu limais du métal. Sauf que c'est la cavitation qui le fait. Et, les toutes petites implosions de bulles, les unes après les autres, elles vont enlever un tout petit peu, un tout petit peu. Sauf que quand ça dure pendant des heures, des heures, des heures, ou des jours, et que tu cavites tout le temps, bah j'essaierai de t'envoyer de t'envoyer des images de ce que ça fait de la cavitation, mais ça peut faire des trous profonds comme ça dans le béton ou dans le métal. Hein. Parfois, on voit à travers, on peut passer le bras. C'est très très dommageable la cavitation. Mais ça, c'est fou, c'est ça, on s'imaginerait pas. Puis en plus, sûrement, le long terme, la distance de. Excuse, l'échéancier long de temps, j'ai de la misère à formuler ma phrase, mais si c'est pendant 20 ans que ton barrage y opère, ben, on peut s'imaginer que les bulles microscopiques pendant 20 ans peuvent faire des très gros dommages. Là, si tu me dis que c'est plusieurs millions de bulles par seconde. Il y a certains projets, mais ça c'était il y a quelques dizaines d'années, quand la cavitation parfois n'était pas du tout pris en compte ou quoi, ils mettaient la turbine et au bout d'une semaine, ils se rendaient compte que la turbine produisait plus d'électricité, elle marchait plus du tout. Donc ils arrêtaient tout, ils sortaient la turbine et ils voyaient qu'il y avait des trous comme ça à travers les pales de la turbine parce qu'elle était complètement mangée par la cavitation. Donc c'est quelque chose qui peut être, si c'est pas pris en compte, si c'est pas bien validé, ça peut vraiment ruiner un projet à plusieurs millions de dollars. Fait que toi, c'est pas pareil parce que toi, t'injectes de l'oxygène proche des pales. Ouais. Donc c'est pas des bulles de vapeur, donc c'est pour ça que ça fait pas de la cavitation dans le fond. Alors en fait, c'est même plus fort que ça, Émile. C'est que ça fait pas de la cavitation et en plus ça aide contre la cavitation parce que comme je vous ai dit, la cavitation, elle se crée quand on a une dépression. C'est-à-dire que la pression, elle baisse. La pression, elle baisse parce que on a. Ce que ça veut dire, c'est que pour l'espace qu'on a, on n'a pas assez de matière entre guillemets. Or, nous, quand on vient ajouter un gaz en plus qui est compressible, eh ben lui, il va faire effet de ressort. C'est-à-dire que dans les zones où on a très peu de pression, où on a des dépressions, en mettant de l'air, plutôt que les bulles d'eau, pardon, et pas le choix que de se transformer en vapeur, eh ben c'est les bulles de gaz qui vont osciller, qui vont augmenter de taille quand on a une dépression et réduire quand on a une surpression. Et en fait, elles vont vraiment créer le rôle d'amortisseur en empêchant la cavitation. Et comme c'est de l'air qui est compressible, c'est pas grave. Si jamais on a une dépression, il va augmenter, une surpression, il peut vraiment osciller comme ça, les bulles de gaz, et il n'y a pas de risque d'implosion, il n'y a pas de tout ça. Donc c'est vraiment un outil supplémentaire qui aide à lutter contre la cavitation. Et la cavitation induit aussi beaucoup de vibrations. Il y a des phénomènes justement dans l'industrie hydroélectrique qu'on appelle la torche, qui est vraiment quand la cavitation se regroupe tous ensemble, ça fait vraiment, en fait, ça se décrit pas visuellement, ça se décrit pas à l'oral. Le mieux, c'est vraiment de le voir. J'essaierai vraiment de t'envoyer une vidéo de la torche. C'est quand la cavitation se regroupe. Il y a tellement de cavitation que ça fait vraiment comme si on avait une tornade de cavitation. Et ça se visualise très très bien. Il y a vraiment une tornade de cavitation qui vient frapper les bords des parois. Et ça induit beaucoup de vibrations et beaucoup d'usure. Mais c'est ça, tantôt t'en parlais. C'est ça, j'allais dire, tantôt tu parlais de la vibration et tu disais que ça agitait en tant qu'amortisseur, l'injection de gaz, et qu'au début, c'était pas vraiment pour l'écologie qu'on avait commencé à faire ça, mais plus pour protéger les pales. Est-ce que donc c'était pour lutter contre la cavitation aussi? Exactement, parce qu'en fait, quand tu opères ta turbine dans des ranges qui sont un peu autour du design optimal, ce qui se passe, c'est que pourquoi on dit que ça peut être dommageable, c'est parce que justement, tu vas entraîner de la cavitation. La cavitation, tu en as très souvent sur les turbines, sauf que c'est bien designé pour pas que ce soit... Les turbines sont bien designées pour pas que les bulles implosent là où c'est dommageable. Elles vont imploser dans l'écoulement, loin des parois, loin des murs, et ça, c'est pas un problème. Mais tu vas générer de la cavitation, et c'est justement ce que je disais sans rentrer dans trop les détails, quand tu sors un peu de ta plage optimale de performance de ta turbine. Pourquoi tu vas avoir des vibrations, pourquoi tu vas avoir de l'usure, c'est à cause de la cavitation, et notamment de ce qu'on appelle la torche. La torche. OK. C'est super intéressant, mais c'est ça, c'est comme le sujet est quand même, je veux pas dire simple, mais ton sujet est très, très focus sur un élément particulier à partir duquel on peut aller dans plusieurs branches et partir sur plusieurs sujets.
Puis justement, c'est ça, c'est une des affaires que je voulais te demander. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Ben, c'est ça que tu m'avais dit, il y a beaucoup de chimie impliquée dans ton projet et aussi, là, comme on a parlé, beaucoup de génie électrique à cause que c'est des barrages quand même. Génie civil, c'est comme très multidisciplinaire. Comment tu fais pour travailler dans tous ces domaines-là? Est-ce que ça demande seulement de te fier à des experts ou. Le projet, en effet, comme tu dis, là, ça touche à tout, quoi, parce que comme on parle d'hydro, donc il y a du génie électrique. C'est vrai que pour la dissolution d'oxygène, parce que nous, on injecte de l'air, en effet, mais dans l'air, il y a de l'oxygène. On n'injecte pas de l'oxygène pur, parce que l'oxygène pur, ça coûte super cher et c'est assez dur à produire. Donc, et de l'oxygène, on en a plein dans l'air. Donc, finalement, ce qu'ils font dans la vraie vie, c'est qu'ils prennent de l'air qu'on a dans l'air. Ils ont une prise d'air comme une cheminée qui prend l'air et ils l'injectent après au niveau de la turbine directement. Donc c'est vrai qu'il y a de la chimie, il y avait de l'électricité comme tu en as parlé. Moi, je me base vraiment sur l'aspect mécanique, donc mécanique des fluides, c'est-à-dire comment l'écoulement va réagir. On a un écoulement d'eau, hein, comme si on fait rien, on a juste de l'eau. Maintenant, on vient injecter de l'air. On en parlait. On passe d'un écoulement qu'on appelle monophasique, où on n'a qu'une seule phase, qui est du liquide, à un écoulement diphasique, où on a deux phases, un liquide et un gaz, le gaz qui est l'air. Et c'est des types d'écoulements qui sont encore très très peu, pas peu maîtrisés, parce qu'on en trouve dans plein d'endroits, notamment dans le génie nucléaire, où il y a beaucoup d'autres endroits où on trouve des écoulements diphasiques, mais ça devient très très complexe. La physique derrière ces écoulements devient très complexe. Et mon projet, moi, se base vraiment sur l'étude de ces écoulements dans les conditions des turbines. C'est-à-dire qu'on va venir générer avec nos dispositifs un nuage de bulles, un nuage d'air finalement, un nuage de gaz qu'on va injecter dans de l'eau. Et moi, vraiment, ce que j'étudie, c'est comment l'écoulement réagit à la présence de l'air. Qu'est-ce qui va se passer, comment l'air va se distribuer, est-ce qu'on va générer dans telles conditions des petites bulles, des grosses bulles, est-ce qu'on va avoir des poches, est-ce qu'elles vont se regrouper, est-ce qu'elles vont se briser en plusieurs. C'est tout ça que je viens étudier, mais moi je touche pas du tout justement à l'aspect électrique ou à l'aspect chimique, parce que après c'est sûr qu'on injecte de l'oxygène dans l'eau, nous on veut que ça se dissolve pour que le taux d'oxygène dissous augmente, mais on n'a pas, nous, vocation à regarder le taux de dissolution, etc. On ne fait pas vraiment de la chimie. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment, à travers notre projet, générer les bulles les plus petites possibles et le plus nombreuses possibles, parce que plus on a plein de petites bulles, plus on a une surface d'échange entre le gaz et l'eau, et finalement, plus on a de surface d'échange, plus il va y avoir d'échange, donc plus tu vas transmettre d'oxygène à ton milieu. C'est ça un petit peu la règle du pouce. Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, mais c'est ça. C'est drôle, ben, ça me fait penser à une chose que j'ai mentionnée un midi au travail cette semaine, puis ça me fait comme étrangement penser à ça. Là, Accès Innovation, je fais souvent des drôles de parenthèses, puis des drôles de comparaisons. Là, pour ceux qui écoutent, là, ça me fait vraiment penser aux M&M mini, tes petites bulles. Parce que les M&M mini, c'est ça que je disais, je trouve ça vraiment meilleur que les M&M normal parce que c'est plus petit et donc tu as une plus grande surface d'air de recouvrement de sucre. La genre de coquille de sucre, tu en as plus par volume de M&M. Donc c'est comme tes bulles, tu as un meilleur échange dans ton cas de tes bulles, tu as un meilleur échange d'oxygène avec l'eau. Et dans le cas des M&M mini, c'est le sucre ce qui rentre plus. Oui. Fait que, tu vois, tu n'aurais pas pu faire un meilleur parallèle parce que c'est exactement ça. Mais c'est ça, mais tu vois, je savais pas que tu devais contrôler aussi précisément l'écoulement de petites bulles. Donc, est-ce que expérimentalement, c'est quoi tu essayes de voir, OK, si je mets un petit grillage devant mon tuyau, ça fait-tu plus des bulles ou tu essaies de l'affaire ou tu as déjà des théories? Ouais, on est. Alors, je suis pas tout seul à travailler sur ce projet parce que ça a vraiment une grande dimension. Moi, je fais pas ça, comme ce que tu viens de dire, mais il y a certains de mes collègues qui travaillent justement là-dessus. Moi, alors, ce que j'étudie, moi, c'est une injection donnée. Et moi, je viens varier qu'un seul, pas un seul. Géométriquement, je viens changer qu'un seul paramètre. Mais j'ai toujours le même injecteur. Donc lui, il va générer en gros plus ou moins les mêmes choses. Ce que je viens varier, c'est la vitesse et la pression, ainsi que. Alors moi,
j'injecte ça sur un profil d'aube. Mhm. Alors, les moteurs d'avion, eux, ils ont des pales. Tu sais, il y a plein de petites pales qui tournent. Pour une turbine, on parle d'une aube. Mais c'est la même chose. Hein. C'est juste C'est que, identique sûrement, voilà, mais il y en ça, a un, ouais. voilà, ça. En fait, généralement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'une aube, c'est quand on est dans l'eau, et une pale, c'est quand on est dans l'air. Mais c'est la même chose. C'est exactement la même Ouais, chose. c'est ça, ok. Et en C'est fait, bon. moi, je regarde sur un profil d'aube, qu'est-ce qui se passe quand on injecte directement sur un profil d'aube typique d'une turbine. Et ben, qu'est-ce qui se passe je vais venir faire varier l'angle, faire varier d'autres paramètres. C'est vraiment ça mon setup expérimental. Et le but, c'est de dire, en gros, pour telle condition, telle pression, telle vitesse, tel angle, on va s'attendre à ça derrière l'écoulement, des bulles de telle taille en moyenne, de telle vitesse en moyenne, Mhm. avec telle répartition dans l'espace. C'est ça que je fais. Mais voilà, moi j'ai un seul setup expérimental et certains de mes collègues, eux, vont venir varier plusieurs géométries d'injecteurs, injecter avec différents Ok. moyens. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une rétroaction entre tes collègues et toi? Est-ce qu'eux, ils Bien essayent sûr. différentes Ah géométries, oui. puis là, ils disent, OK, ben là, maintenant, essaye ça, peut-être, puis là, toi, tu le remets dans ton setup de test, puis tu On, varies un peu ton... on travaille en parallèle tous, mais on n'a pas commencé tous en même temps. Avec une de mes collègues, on a été les deux premiers à travailler sur ce projet, donc on a été comme les premiers à un peu dégrossir le sujet. OK? Et après, il y a d'autres étudiants qui sont venus nous rejoindre, notre groupe de recherche, et qui ont commencé un petit peu après nous. Donc, ils ont pu un petit peu justement avoir, comme tu dis, de la rétroaction sur les premiers résultats qu'on a eus, les premières expériences. On a pu leur fournir pour leur dire, alors, si vous voulez regarder tel aspect, par exemple sur la distribution des tailles de bulles, on a un indice, c'est que ça pourrait être lié à ça, etc. Je dis des trucs un peu vagues, mais c'est ça l'idée. C'est vraiment, il y a là vraiment de la rétroaction. Et après, eux, comme ils ont leur setup, leurs expériences, ils viennent après, moi, me voir. On a vraiment de la rétroaction, c'est ça. On est en parallèle, mais un peu en décalé. Donc, il y a vraiment des échanges par rapport à ça. C'était d'ailleurs une question que je voulais te poser. Comment le projet a débuté? Mais là, c'est ça que tu viens de mentionner. C'est un projet qui a été débuté par toi et ta collègue. Pas mal en même temps, vous avez dégrossi initialement le projet. Et Oui, même, tu sais, oui. c'est une technologie, oui, qui existe déjà un peu, mais pas vraiment pour ce besoin-là spécifiquement, j'imagine. Donc, vous avez comme démarré ça. Là, tu vas peut-être pouvoir l'amener à terme vu que tu fais ton doctorat. Puis C'est ça. c'est ça. Après, c'est pas. Alors, clairement, c'est pas moi et on n'est pas deux à porter ce Ouais. projet. C'est vraiment Mhm. des professeurs Ouais. de l'université qui sont venus avec cette chaire de recherche et avec un partenaire industriel qui nous ont encadrés et qui ont cadré cette étude. Nous, on est les étudiants qui se sont inclus dans ce projet. Quand je disais qu'on était les deux premiers, c'est juste que au moment où ça a commencé, on était deux. Ouais. Puis là, on est peut-être presque 6 ou 7 là, à travailler sur ce projet. Parce que, en fait, au début, on allait un petit peu dans le fondamental, essayer de trouver les choses les plus intéressantes, les caractéristiques les plus intéressantes. Et à partir du moment où on a eu un peu de connaissances sur ces écoulements diphasiques, qu'est-ce qui se passe quand on injecte de l'air dans ces conditions-là, et on a pu venir incorporer au projet d'autres étudiants qui ont permis d'élargir un petit peu le champ de ce qu'on voulait rechercher ou le champ de ce qu'on voulait trouver. Ben oui. Je comprends. Puis maintenant, c'est peut-être un bon moment pour passer un peu plus aux résultats, mais je sais qu'on peut pas embarquer dans les détails. Puis je veux pas non plus embarquer trop dans les détails, mais tu sais, Ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu fais pour... Ben, je sais que tu as un setup de test, OK. ouais. Mais mettons que ça va plus loin. Comment tu pourrais faire pour valider ces données-là puis valider le fonctionnement dans un vrai barrage? Vu que Après, c'est loin et tout. ouais, c'est pour valider ça dans un vrai barrage, ce que tu peux faire. Alors, mon setup expérimental, c'est comment est-ce que comment déjà ouais c'est ça. Si je te dis comment on fait, ça je peux le dire sans problème. Ouais. Ça va permettre ça va permettre un peu d'expliquer un peu mieux. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on injecte notre air dans notre écoulement d'eau, et ce qu'on a après, c'est que nous on a des sondes qu'on utilise des sondes optiques. C'est une sonde qu'on vient insérer dans l'écoulement pour en fait mesurer toutes les caractéristiques des bulles. Cette sonde, en fait, elle est constituée de deux fibres optiques. Et ces deux fibres,
elles vont, quand elles vont être percées par les bulles, elles sont un peu shiftées comme ça, comme mes doigts là, admettons. Et quand je parle de fibres optiques, c'est les mêmes fibres qui sont utilisées pour l'internet et tout. On a des fibres optiques qui sont taillées en pointe et qui sont placées comme ça, un peu comme mes doigts. Et quand elles sont, je vais perdre une main, mais imaginez que les deux fibres sont là. Décalé Quand... de l'autre. C'est ça. Il y en a qui l'écoutent peut-être sans le vidéo aussi. Ok. Donc, Bah, en tout c'est cas, ça. décalé un de l'autre. Les deux fibres sont décalées l'une de l'autre. Puis, en fait, ce qui se passe, c'est que ces fibres, après, nous, avec la sonde, on est capable de les bouger partout dans l'écoulement pour aller sonder plusieurs points de l'écoulement. Et quand une bulle d'air va arriver, en fait, elle va être percée par la fibre. Et le fait qu'on change de milieu, qu'on passe d'un milieu liquide, donc de l'eau, à un milieu gazeux, donc qu'on soit dans l'air, on va avoir un changement de signal, parce qu'en fait, on fait passer un laser à travers ces fibres, et on va avoir un changement de signal, on va avoir le signal de retour, il va changer, donc on est capable de savoir quand est-ce qu'on est dans l'air et quand est-ce qu'on est dans l'eau. Ah Et, ouais. et on fait ça avec des moyens numériques, donc on a des fréquences d'acquisition de plusieurs mégahertz. Donc on vient regarder ça, je sais pas, c'est 2-3 millions de fois par seconde. Donc même une bulle microscopique, on est capable de la détecter parce qu'elle va passer pendant, mettons, 0,1 milliseconde, puis on va quand même la voir. Et en fait, on a deux fibres et elles sont shiftées parce qu'on connaît la distance entre les fibres. Et quand la bulle arrive sur la fibre 1, on a un premier temps. Et quand elle arrive sur la deuxième fibre, on a un deuxième temps. Donc, connaissant la distance et le temps, on est capable de savoir la vitesse. Et on est aussi capable de connaître les diamètres en fait, de ces bulles. Donc, on est capable de mesurer la taille et la vitesse de nos bulles. Mais ça veut dire qu'il faut que tes deux fibres optiques soient parfaitement perpendiculaires au sens d'écoulement. Si tu veux avoir une bonne idée de la vitesse, OK. Donc, tu essaies de t'enligner avec le probe pour que ça aille l'air pas mal droit. Après, c'est ça. Comme tu dis, et c'est une de nos incertitudes, c'est on mesure que la vitesse dans l'axe des fibres. Ouais. On a toujours une incertitude. Si l'écoulement est un peu shifté sur le côté, vers le haut ou vers le bas, on a une petite incertitude. Mais vu les vitesses qu'on a, c'est vraiment comme négligeable. On a vraiment, nous, un écoulement qui est axial, qui va dans un sens. Et majoritairement, en fait, c'est ça qu'on vient mesurer. Donc, c'est grâce à cette sonde-là qu'on vient mesurer les caractéristiques de notre écoulement. Mais c'est fascinant, puis ça me fascine toujours comment les capteurs qu'on utilise dans le monde moderne sont toujours très, très simples de fonctionnement. En tout cas, moi, personnellement, des fois, je m'imagine que c'est très complexe, mais tu sais, pas mal tous les capteurs que tu peux imaginer, mettons un accéléromètre qui mesure l'accélération, le déplacement, je me semble que c'est juste des résistances qui se déplacent et puis ils mesurent la différence du courant dedans, je pense. Peut-être que je me trompe, en fait. Je dis que c'est simple, peut-être que je me trompe. Mais... En gros, c'est ça. C'est les accéléromètres ou tout ce qui va être utilisé pour mesurer des efforts. C'est simplement une déformation, c'est-à-dire que là, j'ai pas grand-chose sous la main, mais admettons, si vous avez une règle avec vous, vous la prenez, vous la tordez, vous faites un bend comme ça. Et en fait, si vous mettez un capteur par-dessus, le capteur il va se tordre aussi. Et c'est ce changement de forme qui va induire un changement de résistance, comme tu dis. Et ce changement de résistance, une fois que la jauge elle est calibrée, tu dis que ça vaut 1 newton, 2 newtons, 10 newtons. Ou tu peux parler en kilos, ça fait 100 kilos, 1 tonne. C'est ça. C'est conceptuellement c'est simple. Après genre à faire technologiquement c'est pas facile. Peut-être. Mais c'est ça. L'idée derrière parfois ça peut être assez simple. C'est quand même simple. Puis dans votre cas c'est ça, c'est fou. C'est juste on mesure la différence de lumière produite par des bulles versus l'eau. Puis on est capable d'avoir une bonne idée déjà là. Ça me fait penser, je me rappelle plus quel épisode d'Accès Innovation qu'on a fait. Je pense que c'est peut-être l'épisode 6. C'était par rapport à une exoplanète. Dans le fond, c'est un chercheur de l'Université de Montréal qui a participé à la découverte d'une exoplanète recouverte d'eau. Puis il nous expliquait, en tout cas, ça, sans embarquer trop dans le détail, il nous expliquait que pour savoir s'il y a un système solaire lointain a des planètes, il les regarde avec un télescope, puis il observe la différence de luminosité selon certains cycles. Fait que s'ils sont capables de dire l'étoile a l'air un petit peu de sortir brillante. Moins de lumière, moins brillante pendant un certain time-lapse à chaque 11 jours, on sait qu'il y a un objet qui passe devant. Excellent, oui. En tout cas. Fait que je vous invite à aller regarder, puis à toi aussi, à aller regarder l'épisode si jamais ça vous intéresse. Avec plaisir. J'aime ça plugger les autres épisodes du podcast.
Excellent. Puis là, on commence à, mine de rien, à arriver vers la fin de l'épisode. Il y avait peut-être un dernier point qui serait intéressant de discuter. Ça serait les défis restants qui restent euh, à votre projet. Est-ce Ouais, que vous êtes sur la fin? Est-ce que tu es confiant que ça va bien puis ça va bien oui. fonctionner? Ou est-ce que tu es comme, ouais, ben, tu sais, il nous reste telle chose à déterminer? Ou, tu sais, comment ça va? Là? De manière générale, c'est ça un projet doctoral. Tu sais, il reste tout le temps des choses à faire. C'est jamais fini. OK. Il faut juste Ouais. savoir où mettre la fin et après éventuellement passer la main à quelqu'un d'autre. C'est Mhm. pour ça qu'on fait des thèses, c'est pour ça qu'on écrit des rapports. Ouais. C'est pour la personne qui va arriver derrière nous qu'elle recommence pas de zéro, qu'elle recommence à partir de là où on s'est arrêté. Et oui, je suis conscient. On a trouvé de bons résultats. Alors bon, c'est pas dans le sens ah bah il y a une bonne manière de le faire ou il n'y a pas une bonne manière de le faire. C'est on a réussi vraiment à augmenter notre connaissance sur ce type d'écoulement, donc les écoulements diphasiques dans les conditions des turbines. On a vraiment réussi à mieux comprendre ce qui se passe et pourquoi ça se passe. Donc oui, moi je suis plutôt satisfait. Là, ça tire vers la fin, en tout cas de mon projet De doctoral. ton côté, ouais. C'est ça, voilà, de mon côté. Comme je t'ai dit, il y a d'autres étudiants derrière. Eux, ils étudient des trucs tout aussi intéressants, mais d'autres aspects. Bon, moi, j'étais dans le cas où on avait un écoulement en ligne. Il y a un autre étudiant, lui, il va venir être dans un cas où on a un écoulement qui tourbillonne, vraiment comme si on était derrière la turbine. Donc, il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors, ça, moi, je vais dire, j'ai fait ma part entre Ouais. quelque part. J'ai permis d'accélérer, d'augmenter un peu les connaissances là-dessus. Mais c'est ça, c'est un domaine de recherche qui est passionnant et il reste encore tant de choses à comprendre, à découvrir, à améliorer. Ouais. C'est ça. Mais en tout cas, moi, j'ai été satisfait par mon projet qui tend vers la fin maintenant et content de mes trouvailles. C'est excellent, ça, tant mieux d'abord. Puis ça veut dire que ça peut apporter un peu de meaning, peut-être à, c'est ça, à ces à peu près 6 années-là de ta vie. Tu sais, des fois, il Ouais, y a du monde tu sais, qui font des projets. J'ai déjà entendu ça, tu sais, qui font des projets de maîtrise et qui n'aiment pas ça et qui font, mettons, 2 ans. Puis qui ouais. n'aiment pas leur projet, tu sais, ça arrive. Là. Ça Fait que arrive. c'est Ouais. fun de voir que toi, tu as aimé ça. Puis... Ça aurait été mon cas. Si ça m'avait pas plu, au bout de 2 ans, j'aurais pas converti ma Ouais, maîtrise en c'est doctorat. vrai, ouais. Puis je serais parti faire autre chose. C'est clair, ouais. Clairement, oui, oui. Non, c'est Ouais. sûr. Excellent, ça. Est-ce que tu avais d'autres points que tu aimerais discuter que tu n'avais pas eu la chance ou sinon, ça va Je pas mal pense que conclure? non, c'est ça. Après, c'est ça. J'espère ne pas avoir été trop technique. C'est ça. Non, Après, c'est ça. Si non. les autres points que je dois amener, ce sera un peu plus technique. Mais c'est ça. Non, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Ouais, ouais. Peut-être tu m'avais posé comment on fait sur une vraie Ouais, centrale. J'ai peut-être pas le temps ouais. de. C'est vrai, ouais. Ce qui serait cool. Bah, je sais que dans la vraie vie, ils essaient de le faire aussi, mais c'est pour ça que les industriels font appel aussi aux universités qui ont des moyens de recherche et des connaissances, notamment sur ce genre de choses qui recherchent aussi. Ce qu'ils peuvent faire dans la vraie vie, c'est essayer de faire comme nous, mais à leur échelle, c'est-à-dire avoir une sonde qui viendrait sonder l'écoulement derrière la centrale pour voir, ah bah là on a plus de bulles, ah là genre on a telle distribution de bulles, ou alors carrément, je crois que ce qu'ils font actuellement, c'est ils vont mettre une sonde, mais pas une sonde pour mesurer les bulles avec des sondes optiques, mais simplement une sonde qui va mesurer le taux d'oxygène dissous. Donc avec des mesures, alors je sais pas comment Ok. je sais pas si c'est le pH, je sais pas quel type de capteur c'est, mais ça te permet de dire bah j'ai tant de milligrammes d'air, tant de millilitres d'oxygène dissous par litre d'eau. Ok. Ils utilisent leur capteur. Ça C'est comme existe ça déjà que dans le fond, là. C'est des capteurs qui existent déjà, ce que tu parles. Là. ouais, c'est ça, ça existe vraiment. Mais le problème, c'est que on peut pas aller le mettre directement sous la turbine dans le cas réel, parce que là, on parle d'efforts, on parle d'écoulements qui sont tellement puissants, tellement forts que ça va tout arracher. La fibre, elle va détruire en deux. Non, Là, la fibre, elle va être détruite. Et après, dans le cas industriel, tu peux faire ça sur un banc d'essai, mais tu fais pas ça en vrai parce que en vrai, tu veux perturber le moins possible. Je veux dire, sur la vraie centrale, tu veux perturber le moins possible ton écoulement. C'est sûr que la sonde, elle perturbe un petit peu l'écoulement parce qu'elle est là. Tu introduis quelque chose dans l'écoulement. Sur modèle, quand ils font ça sur modèle réduit, c'est très possible de le faire. Après, sur la vraie centrale, généralement, en fait,
une fois que la roue, une vraie roue qui existe sur une centrale, elle a déjà été validée par des modèles réduits, par des vrais tests, mais comme la même roue, mais à échelle réduite. Ouais, Et c'est ça. c'est là-dessus qu'ils font toute leur validation, etc., etc. Donc, une OK. manière de valider et de comprendre, d'implémenter ce qu'on fait, nous, dans le cas industriel, ce serait de le faire déjà sur modèle réduit. Mais est-ce que donc à ce moment-là, tu aurais des bulles qui sont, mettons, le facteur d'échelle plus petit? Dans le fond, Ah bah oui, mettons que ton modèle réduit est 10 fois plus petit que la vraie vie, ça ah veut dire bah que tes oui, bulles pourraient être 10 fois plus petites, puis là, plus difficile à mesurer, peut-être? c'est ça, c'est aussi pour ça qu'on fait ça. C'est que je voulais pas rentrer trop dans le détail, mais nous on fait ça à une échelle réduite par rapport au vrai cas. Nous, justement, on a ce qu'on appelle des nombres adimensionnels qui nous permettent de faire le changement, le passage de l'échelle réduite à l'échelle réelle. Donc, Ouais, justement, nous, toutes les corrélations, les lois qu'on va sortir, c'est justement fait pour que quand on le transpose à une autre échelle, ça reste toujours valide. ça fonctionne C'est-à-dire quand que même. quand on a des bulles d'1 millimètre à cette taille, on va peut-être avoir des bulles d'1 centimètre quand on a une roue 10 fois plus grosse. OK. D'ailleurs, petite précision, j'ai beaucoup dit roue. La roue, c'est la turbine. C'est pas une roue de voiture. C'est quand je OK, parle de ouais, roue, ouais, c'est ouais. la roue, c'est la turbine. C'est juste l'élément Ouais. tournant de la turbine. C'est C'est vrai, ce que j'appelle la roue. c'est vrai qu'on peut passer plus à une roue, c'est ça, Non, non, c'est ça, oui. Mais ça une roue s'appelle de comme voiture, ça mais ouais, ouais. ça s'appelle comme ça dans le jargon. Mhm. La roue, c'est la turbine, en gros. C'est T'as- l'élément tournant. je suis très content parce que tu as parlé des nombres adimensionnels. Puis juste avant de terminer, je trouve que c'est tellement intéressant les nombres adimensionnels. Puis j'aimerais Oui. qu'on en parle peut-être une seconde. Les nombres adimensionnels, c'est la deuxième chose que j'ai retenue de mon cours de fluide après la Oui. cavitation. Ah oui. Voilà. Ce que je trouvais fascinant, les nombres adimensionnels, c'est comment on les déterminait. Donc, ce que notre prof, ce qu'on faisait avec notre prof, me semble, c'est que on identifiait, dans le fond, on avait comme des exercices. Grandeur caractéristique, c'est ça Ouais, que vous exact. trouviez? Ouais. Plein de grandeurs caractéristiques et on les associait ensemble et on regardait comment on peut les associer pour que les unités s'annulent et que ça donne Ça un nombre annule. adimensionnel. Voilà. Exactement. Donc, en fait, avec des unités annulées, c'est des nombres adimensionnels, c'est des nombres qui sont des valeurs qui ont justement pas d'unité, si je le décris bien, et Tout à fait. qui permettent de décrire plusieurs choses sans nécessairement, comme tu as mentionné, sans nécessairement avoir une échelle de grandeur fixe. Donc, par exemple, un des plus gros exemples, je pense, c'est le nombre de Reynolds, Oui. euh, qui est capable de définir un écoulement si un écoulement est plus doux, donc laminaire, ou Ouais. plus intense, donc turbulent. Là. Exactement. Et c'est fascinant parce que, mettons, quand tu regardes, puis comme tu sais, là, Grégoire, donc, je pense qu'un nombre de Reynolds, mettons, de moins de 3000, j'ai envie de dire autour de 3000. Ouais, c'est ça. De là, tu vas être laminaire là, quand tu es en dessous de 3000. C'est-à-dire que tu OK, vas c'est ça. avoir un écoulement qu'on dit pas turbulent. C'est ça, fait que tu mesures, c'est ça, fait que t'es capable le nombre de Reynolds, tu le calcules, mettons, avec le diamètre du trou de ton écoulement, la vitesse, et puis quelques constantes, et puis tu arrives, Oui, mettons, à un chiffre, mettons, tu arrives à 2000, t'es capable de dire, OK, ça va être un écoulement qui est justement, qui est laminaire et non turbulent. ouais, Et c'est exactement. fascinant, je trouve ça fascinant, C'est ça. cette facette-là. En fait, les nombres adimensionnels, ils ont surtout été utilisés justement pour les modèles réduits. Notamment, bah, là où ça a commencé vraiment, là où on a fait les premiers tests sur modèles réduits, c'était pour les avions. On ne Mhm. pouvait pas faire des maquettes d'avions à taille réelle, donc on faisait des petits modèles qu'on Ouais. mettait dans les souffleries. Et les nombres adimensionnels de Reynolds ils sont devenus vachement utiles parce que on connaissait les dimensions de notre petit modèle, on savait plus ou moins les dimensions de notre grand modèle qu'on voulait avoir, et donc du coup avoir une vitesse de 100 c'est peut-être beaucoup 50 km/h sur le modèle, ça voulait dire avoir sur le petit modèle, ça voulait dire sur le prototype, sur le vrai modèle, ça voulait dire avoir une vitesse de 500 km/h par exemple. C'est comme ça qu'on peut faire la bascule entre des paramètres sans unité qui sont valables à toutes les échelles. Et donc, du coup, comme tu as le même à toutes les échelles, Ouais. si tu connais ta vitesse sur le petit modèle, tu connais quelle va être ta grande vitesse sur le grand modèle. Et c'est exactement ce qu'on fait aussi dans le cas des études sur les turbines aérantes. Bref, parenthèse sur les nombres adimensionnels. Je suis vraiment content que j'aurais pu en parler au moins une fois au podcast, Ouais, dans le podcast. très, très, très puissant les nombres adimensionnels. Donc, ça conclut l'émission pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence, Grégoire. C'était vraiment génial. Ça m'a fait plaisir. Surtout, merci aux auditeurs d'avoir écouté Accès Innovation. Pour plus d'informations, consultez nos pages Facebook et LinkedIn. À la prochaine.